de suite une rencontre avec Noir Désir à Montmartre. Été 89, Noir Désir casse la réclame lessivière du disque en diffusant la première publicité muette. Bravo. Justement, même si on a un peu de succès, de rien dénaturer, de rester soi-même. Alors il faut prouver qu'on peut avoir un peu de succès et faire des choses bien. Quelqu'un ici pourrait-il me dire quelles sont les raisons qui me... Peut-être vous allez sentir plus de pression sur le prochain album? Bah ouais, inévitablement, il y en a un peu plus. Mais tout le problème, c'est de l'éliminer. En fait, ça représente du boulot aussi, d'éliminer cette pression qui vient de l'extérieur. Vous aimez bien chanter la mort, la violence, la folie? Oui, enfin oui, mais bien, enfin disons que ça s'impose, hein, ça vient tout seul. Aimer bien, non. Non, mais il faut le faire. Ça vient tout seul, c'est naturel. On n'invente rien. C'est impossible. Donc il faut bien qu'on prenne des choses, des substances qui existent déjà pour après les digérer, les ressortir en faisant ce qu'on fait. Ce qui fait Noir Désir, ce qu'on fait, la musique qu'on fait, c'est un amalgame de plein de choses prises à droite, à gauche, aussi bien au niveau de la musique que d'autres choses. Je crois pas qu'on invente. À la limite, on se découvre peut-être. On découvre ce qu'on fait à fur et à mesure qu'on le fait, mais j'ai pas le sentiment qu'on invente quoi que ce soit par contre. Est-ce que le fait que vous venez de Gironde, de la région de Bordeaux, ça vous influence, ça vous a fait que vous êtes différent? Disons que bon, c'est un peu à contre-courant de la ville, quoi. Disons que bon, les gens qui font du rock là-bas le font en réaction à Bordeaux. C'est quand même une ville bourgeoise où les gens sont quand même bien endormis. C'est pas grave que ce soit à contre-courant. Le contre-courant, il existe, ça c'est important. C'est à contre-courant, c'est sûr que c'est pas la politique officielle de la ville qui détermine le rock. Mais à la limite, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que vous arrive sur scène? Quand on est sur scène, il faut qu'il y ait une sorte de dépassement. Forcément. Qu'on sorte un peu de nos gonds, parce que sinon c'est pas intéressant. On a du mal à réécouter les bandes en concert parce qu'on joue pas très bien, c'est pas tellement ça. On joue pas très bien une fois qu'on est sur scène, ça se déstructure. Bon, peut-être que c'est pas l'idéal non plus, mais il y a aussi... on finit par jouer d'une manière qui n'est pas vraiment contrôlée sur certains morceaux, à certains moments. Et c'est toujours très compliqué de parler d'un groupe un peu comme Noir Désir. Surtout quand tu sais exactement ce que son leader, Bertrand Cantat, a fait ses différentes compagnes, Marie Trintignant, et j'ai oublié encore cette dame hongroise là qui bénéficie d'un très beau documentaire qui est disponible même sur YouTube, dont je vous mettrai un peu le lien en description et que vous voyez apparaître sur votre écran. Et aussi n'hésitez pas aussi à regarder le sujet que Music Feeling a fait il y a quelques temps, qui expose bien un peu cette histoire, et j'ai vu un peu qu'il s'est un peu inspiré justement du documentaire sur la femme de Bertrand Cantat qu'il avait aidé lors du procès sur son meurtre de Marie Trintignant, et voir ce que c'est de voir un peu la vie privée de Bertrand Cantat. C'est difficile d'aimer le personnage. Je peux comprendre que il génère énormément de polémiques autour de lui. Je peux comprendre que l'émotion de la famille Trintignant, je peux comprendre l'émotion aussi de François Cluzet, dont Marie Trintignant était son ex-compagne. Vous avez pardonné vous-même? Non. Non, je ne pardonnerai jamais.
Je ne pardonne pas aux gens qui frappent les femmes, qui les tuent. Et dont ils ont eu un enfant ensemble et que l'enfant est maintenant orphelin de mère. Je peux comprendre totalement tout ça. Je peux comprendre totalement tout ça et quelque part aussi, c'est vrai que l'individu est limite. L'individu est vraiment limite pour ne pas dire plus. Et c'est un peu ça qui est paradoxal, un peu quand tu t'intéresses même au groupe dans lequel il a fait partie. Ça reste quand même un génie, quoi. Parce que pour moi, c'est triste à dire, hein. Et je sais que je vais pas me faire des amis, mais Noir Désir et Bertrand Cantat, surtout que ce soit Serge, comment il s'appelle encore, Serge Tessot, le batteur qui est un peu entre la Denis, je sais plus comment encore là parce que je maîtrise pas tous leurs noms. C'est le plus grand groupe de rock de France, hein. C'est le plus grand groupe rock qu'il y a jamais eu dans ce pays. C'est-à-dire si on peut mettre rock et France dans la catégorie rock et France, dans ce pays-là, c'est Noir Désir. Et Bertrand Cantat est la plus belle voix, le plus bel artiste de rock qu'il y a jamais eu dans ce pays-là. La plus belle voix de rock en France, ça a été ce gars-là. Et même dans les thématiques, même dans l'approche musicale, même dans le truc, ça, juste quand même encore, tu vois, même encore, même quand tu regardes un peu les interviews, beaucoup de magazines de rock très spécialisés, même anglo-saxons parlent même d'eux aussi. Noir Désir. Noir Désir, c'est eux qui ont compris toute l'essence de cette musique-là et qui ont su l'incorporer, vraiment les codes de la culture française, de par le texte, de par le truc, parce que Bertrand, c'est un incroyable lyriciste. C'est l'un des plus grands lyricistes même que j'ai vu dans ce pays, hein, au même dimension. Je dirais, ça va peut-être choquer, hein, mais au même presque dimension que les Léo Ferré, à la même dimension que je dirais Léo Ferré et Jean Ferrat, ce genre de gars-là, hein, dans ces textes qui sont d'une incroyable qualité. C'est difficile de détester. C'est difficile de détester tout le truc. Et c'est l'album qui résume parfaitement. Ça, c'est le deuxième album, là. Vers rendre à l'âme, etc., là. C'est le deuxième album, là. Putain, mon Dieu. Je le recevais encore l'autre jour parce que je me suis dit, encore, je vais prendre mon temps un peu pour le faire, un peu ce sujet et pouvoir parler de Noir Désir parce que j'avais déjà introduit Noir Désir et comment on appelle ça, dans mon sujet sur Bachung, parce que je disais ça, c'est quelque chose que je veux en parler parce que c'est un groupe aussi qui m'a beaucoup marqué, cet album là et l'album Totaski qui va venir de l'album Totaski qui sera, on va dire, il y a un album avant ça que moi j'avais pas suivi mais j'ai pu découvrir. Premier album de Noir Désir que j'ai suivi, c'était Totaski. C'était il y a, on va dire, en 2011. C'était la première fois que je suivais vraiment Noir Désir. Mais ma découverte de Noir Désir, ça a été comment? Je me rappelle, ma découverte de Noir Désir, c'était en 96. Je me rappelle, l'époque où j'étais au Cameroun et tout. On venait d'avoir l'antenne parabolique. Vous savez, l'antenne parabolique, c'était pas tout le monde qui avait un peu l'antenne parabolique à l'époque. C'était un peu comme un peu quand tu as, bon, je dis, comme je le dis souvent, hein, je suis pas né dans une famille qui était je dirais pas riche, mais on était un peu à l'abri du besoin, donc on avait un peu plus de facilité que d'autres. Donc on avait l'antenne parabolique, on avait MCM qui est venu et avait la capacité d'avoir MCM un peu à les chaînes un peu câblées extérieures. On avait la chance d'avoir MCM, et MCM, il y avait ce clip de Noir Désir qui passait tout le temps, qui c'était un jour en France. Il était tiré un peu de l'album 666, je sais pas quoi là. Oui, j'étais fasciné par ce son-là. Comme je vous ai dit, hein, avant le hip-hop, c'était beaucoup plus les trucs de rock, etc., Jamiroquai,
Cardigans, The Cranberries, c'était ça que je kiffais d'abord, avant d'aimer le hip-hop pour suivre un peu mon grand frère. À la base, j'étais pas très hip-hop et tout. Et Noir Désir, un joueur français, un son qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Même le clip un peu en manga que j'avais aimé, donc c'est comme ça que j'ai le truc. Et après, c'était le seul son que je connaissais. Et dans les années, on va dire, un peu 2010, 2011 et autres, j'ai dit, ah ouais, il y avait ce groupe français, la Noir Désir, là. C'était quoi un peu? Quand j'avais vu un peu l'histoire de Bertrand Cantat, j'ai dit, oui, les gars, j'étais petit et tout, j'ai dit, bon, ok, je vais essayer un peu de revoir le son, revoir leurs albums. Je téléchargeais à l'époque, s'il n'y avait pas encore le truc de facilité des streaming et tout, tu partais sur uTorrent pour, ouais, oui, j'ai téléchargé, hein. Et tout, je suis tombé, sur Totaski. Et Totaski m'avait marqué comme pas possible. J'ai dit wow. Je savais pas que musicalement c'était comme ça. Et après je suis tombé sur ce deuxième album là, Véranda à l'âme, etc. là. Et quand je l'ai écouté, je me suis dit waouh, mon Dieu, il faut que je décortique vraiment qui ils sont. Vraiment qui ils sont, parce que je dis en France il y a rarement, je sais pas quoi là. Tous les groupes français qui sont venus là, qui tu regardes un peu, et je veux pas les manquer de respect aussi, hein. C'est comme un peu, bon, tu me parles de Chaka Ponk, tu dis bon ok, Skip the Use, bon c'était sympa, mais etc. Ils s'attaquent, bon c'est un autre style, bon c'est tous ces gars là, mais quand j'ai dit non, c'était différent ça. C'était différent ça fait vraiment rock, ça fait vraiment un truc, et c'est très engagé. Et c'est très beau dans les lyrics, c'est très beau dans l'écriture, et c'est ça qui me marquait beaucoup. Et quand j'ai fait un peu ma découverte un peu de l'album et mon écoute un peu, je me suis rendu compte qu'ils avaient travaillé avec ce producteur là, le leader du groupe Lightning Seed, Ian Brody. Ian Brody, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des gars qui a été très producteur un peu des groupes de New Wave Rock un peu des années 80 là. Il avait un groupe qui s'appelait Lightning Seed, mais c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup aussi avec ce groupe. Bon, je sais que pour les gars qui sont fans de New Wave post-punk, ils connaissent ce groupe là. Echo and the Bunnymen. Echo and the Bunnymen, qui est un peu le groupe de Ian McCulloch. Il y a deux albums de ce groupe là que j'aime beaucoup. Le premier qui s'appelle Crocodile et le troisième qui s'appelle Porcupine. Porcupine, Ian Brody était le producteur de cet album-là, c'est-à-dire dans l'esthétique du son, dans le mix et le mastering de ce son-là. C'est beaucoup Ian Brody qui a donné un peu l'identité musicale de cet album de Echo and the Bunnymen que j'adore énormément. Et quand tu écoutes après ce deuxième album-là, Véranda à l'âme, etc., Ian Brody produisait, et tu peux revoir vraiment l'esthétique que tu peux voir dans Echo and the Bunnymen là. Si vous prenez le temps de suivre ces deux albums là, parce que quand je l'ai écouté, je suis parti encore suivre l'album qu'il avait produit que Ian Brody avait produit pour Echo and the Bunnymen. Je me suis rendu compte un peu de l'esthétique un peu post-punk, new wave un peu, que tu pouvais voir déjà dans son travail avec l'album Porcupine des Echo and the Bunnymen, et c'est ça, c'était super génial, et c'est ça que tu pouvais le voir même dans cet album de Noir Désir, qui était vraiment un de mes sons préférés. Je pense que c'est le son que vous entendez même avant la Joey 1 et 2, je pense que c'est le 2 que j'aime beaucoup. Ok, il y a le fabuleux single Au sombre héros de la mer, qui, ma foi, à l'époque avait été un peu mal interprété un peu, parce que les gars croyaient que c'était un son sur les marins, alors que non, c'était un son qui discutait un peu de la vacuité un peu de la vie quand on avance un peu avec le temps et tout, et il faisait un peu une comparaison avec la vie sur mer et tout. C'était pas du tout le truc d'un son marin, mais bon, vous savez, on est en France dans les années 90, il faut marketer et tout. Et c'est un groupe, je peux comprendre l'importance un peu, d'où même notre truc, qui peut l'avoir culturellement là-bas. Surtout même quand tu vois le personnage de Bertrand Cantat, et surtout comment tu vois que Bertrand Cantat, c'est un peu comme un peu Shane McGowan avec The Pog. C'est-à-dire, je fais souvent un peu le parallèle un peu. C'est-à-dire qu'il représente vraiment, je dirais pas le prolétaire français, hein, parce que bon, je pense pas que c'est quelqu'un qui vient du prolétariat. Quand je regarde un peu son parcours, il est né à Bordeaux et tout. Mais c'est quelqu'un qui a su parler un peu
à cette frange de la population en France. En tout cas, de ma perspective extérieure, si certains peuvent me corriger sur ça, mais de ma perspective extérieure, un peu comment j'analyse un peu le personnage et tout, même si maintenant il est toujours contrasté, c'est quelqu'un qui arrivait à parler à une génération, un peuple particulier. C'est pas quelqu'un qui parlait au beau, en tout cas. C'est pour ça que justement en France encore il y a un peu cette dualité entre l'icône qu'il est pour ces gens-là et le truc horrible qu'il a fait à sa femme, qui fait un peu qu'il y a un rapport contrasté. J'aime, c'est un peu triste à dire, mais ce truc qu'il a fait là, ça l'a un peu, ça a ajouté un peu beaucoup plus sur le personnage en fait. Ça renforce un peu le truc du rocker maudit. C'est horrible de dire ça, mais ça a renforcé le truc sur le gars, sur son aura un peu. Et c'est un peu mon chien. Oui, il y a des trucs comme ça dans le rock un peu. C'est comme un peu quand les gens parlent de Sid Vicious un peu. Hein. Le gars a tué sa nana et autres et tout, mais il est toujours vénéré comme un dieu. C'est un peu horrible. Et pour revenir vraiment à ce deuxième album là, c'est ça. Et quand tu voyais même un peu dans la description un peu de comment ils ont réalisé des albums, eux qui sont plus ou moins des musiciens amateurs, c'est pas vraiment des musiciens qui viennent des standards vraiment de oui ils étaient dans telle école, c'est vraiment des gars de musiciens et autres et tout. Et comment l'enregistrement studio a été quand même très pénible parce que Yann Brody qui lui vraiment est un musicien, surtout avec Denis Barth, voilà, c'était le nom du batteur. Comment c'était un peu chaud par rapport à la minutie dans les recherches un peu des accords de notes, que ce soit dans les accords même de guitare, dans les accords même de basse, et surtout aussi beaucoup la prépondérance un peu de les batteries de Denis Barth qui était beaucoup travaillé, et que le Yann Brody et lui s'écharpaient un peu parce que Yann Brody c'est un peu un perfectionniste qui voulait que le son résonne et autres. Tout tu peux le ressentir en écoutant cet album. Cet album est magnifique, hein. Est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Il n'a même pas pris une ride. Ça va faire quoi, 35 ans qu'il est sorti. C'est sorti en 88 ou 89 un peu. Il n'a même pas pris une ride un peu, hein. Même quand tu le vois même un peu quand Albert Dupontel bon, il ne parle pas de cet album là, il parlait de Totaski, mais comment il en parle encore du groupe, tu peux comprendre un peu l'impact que ces gars là ont. Noir Désir c'est un fabuleux groupe. Il y a pas eu mieux depuis. Et c'est un peu incroyable, c'est un peu dommage de me dire un peu que le groupe ne pourra plus produire l'album puisqu'ils sont dissolus depuis la situation vraiment bizarre de 2004 là, avec Bertrand là, avec le chanteur émérite Bertrand Cantat. Mais c'est difficile de ne pas aimer quoi. C'est vraiment difficile de ne pas aimer. S'il y a des gens qui sont un peu, parce que je vois un peu souvent que moi je fais partie des gens, pour être sincère, moi je fais partie des gens qui, ok, quand vous pouvez condamner quelqu'un, et je suis d'accord qu'on le condamne, je suis d'accord qu'il y ait tout ce qui lui est arrivé, mais vous ne pouvez pas censurer sa musique. Quand on commence à me dire, ok, il faut censurer même les trucs de Noir Désir, il ne faut plus l'écouter, ce qu'il a fait, il faut plus truc là, c'est là où je dis non. La musique qu'il a faite, aussi horrible que l'homme a été, n'appartient plus même à l'artiste. Ça appartient au patrimoine culturel, du pays, voire même mondial, même si vous voulez. Les albums de Noir Désir appartiennent au patrimoine culturel français. On ne doit pas venir dire, ok, bon, c'est de l'âme. Il a tué, je sais pas quoi, donc on censure tout. Non. C'est débile. C'est comme si vous me disiez, bon, ok, par exemple, humainement, je déteste un gars comme Polanski, par exemple. Je pense que Polanski est un individu détestable. Détestable pour ce qu'il a fait. Horrible. J'aimerais, je dirais aux gens, ah bon, ouais, il faut censurer Chinatown, il faut censurer Rosemary Baby. Non. Un autre gars dont je peux parler là, un acteur fabuleux, mais un personnage dégoûtant.
Klaus Kinski. Klaus Kinski est un personnage dégoûtant, mais l'acteur est fabuleux. Quand tu regardes Aguirre, quand tu regardes même, comment s'appelle le film là, Il Grande Silencio, quand tu vois la plupart des films qu'il a fait, je peux lui dire non, c'est un acteur fabuleux. Même si c'est un tocard, même pas un tocard, un individu ignoble par rapport à ce qu'il a fait, à ce que vous voyez apparaître sur l'écran là. Mais comme je l'ai dit, faut savoir séparer l'individu de la musique et tout. Et c'est un peu sur ces paroles-là que je vais terminer un peu ce sujet-là que j'ai essayé de plus ou moins faire un peu avec ma gouaille habituelle. Et franchement, je dirais, oui, Bertrand est un salaud. Oui, Bertrand est un tocard par rapport à tout ce qu'il fait. Oui, Bertrand est un feignant, tout ce que vous voulez. Bertrand et son groupe là, des îles là, c'était quand même des génies quoi. Et depuis, en France, il n'y a pas eu mieux. Il n'y a vraiment pas eu mieux. Et ça part même de mal en pire. Quand on me présente un nouveau groupe de rock français, je regarde, j'écoute, je dis bon ok. Je me remets Noir Désir, je dis que voilà les gars, il n'y a jamais eu mieux depuis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.